Le pauvre pêcheur, il n'a rien à manger. Et sa famille derrière lui qui ne se doute de rien. C'est pas en restant les bras croisés dans son bateau qu'il va en prendre du poisson. Il a peut-être jeté un filet et il attend. Bah pour jeter un filet au bord de l'eau, pas besoin de bateau, suffit de venir à pied. Il croit peut-être que ça va tomber du ciel. C'est un pêcheur de poissons volants alors. Il n'y a pourtant pas de quoi rire. Ils disent là que c'est une allégorie pour représenter la misère et les pauvres gens malheureux qui quoi? C'est vrai que c'est désespérant leur coin. C'est tout de la même couleur. Et une couleur pas gaie en plus. Ah, j'avais raison. Puvis de Chavannes, 1881. L'impression de mélancolie repose sur les couleurs sourdes presque monochromes qui... Ah, c'est donc ça. C'est le monochrome qui rend triste. Alors pourquoi c'est pas tout rouge si c'est peint avec du mercurochrome? Le pauvre pêcheur, musée d'Orsay. Les 4 continents. Les 4. Je croyais qu'il y en avait 5. Peut-être qu'à l'époque, ils les avaient pas tous découverts. Alors lequel il connaissait pas? C'est simple, on va vérifier. La chinoise, c'est l'Asie. La noire alors c'est l'Afrique. La pauvre, elle est enchaînée à la statue de la liberté. C'est l'Amérique, banane. Mais alors, c'est qui l'indienne avec des plumes? L'Amérique du Sud. À ce compte-là, tu peux en trouver des dizaines de continents. Ça pourrait être l'Océanie. Voilà, on a le compte. L'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Ouais. Il y a juste un truc qui cloche. L'Europe. C'est l'Europe qui n'avait pas découverte. Eh oui. Les 4 parties du monde soutenant la sphère céleste, musée d'Orsay. Sur quoi il tire? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale d'Antoine Bourdelle. Comment tu sais ça, toi? C'est facile, c'est marqué en dessous. Héraclès, ça me dit quelque chose. Bah oui, Héraclès, ça veut dire Hercule en grec. Ça faisait partie de ses 12 travaux de tuer les oiseaux de ce lac. Parce qu'il mangeait les gens. Je te parie que tu les connais pas, les 12 travaux. Hein? Hé, arrête de lire. En tout cas, ça devait pas être facile de tirer dans cette position. Hercule en arrière. Ouais, bah t'as qu'à essayer si t'es si maline. Waouh, t'as vu ses muscles? Vous pouvez toujours l'imiter, bande de minus. C'est l'homme le plus fort du monde. Oh, t'as raison, il est tellement balèze qu'il a même pas besoin de flèches. Ça lui fait une corde de moins à son arc. J'aurais jamais cru qu'il avait cette tête-là. T'as vu son nez? C'est pas un nez de boxeur? Ça s'appelle le profil grec, mais sois pas jaloux. Personne n'est comme ça dans la vie. Et puis Héraclès est un personnage mythique, il n'a jamais vraiment existé. Comment Bourdelle pouvait connaître la forme de son nez alors? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale, musée d'Orsay. J'en peux plus, c'est trop immense ce château. Et en plus, on n'a même pas fait les jardins. Venez, il y a des places là devant Napoléon. Il était pas mal quand même. Il était jeune là. Bonaparte franchissant les Alpes de Jacques-Louis David. Dis donc, il savait drôlement bien faire du cheval. T'as vu comme il se cabre? Il tombe même pas, il se tient d'une main. Et l'autre? Le peintre va sûrement pas le montrer se cassant la figure. Napoléon aura vite fait de le virer. Il paraît que c'est lui qui a demandé au peintre de le faire sur ce beau cheval, mais qu'en vérité, il était sur un mulet. Et pourquoi il traversait les Alpes? Voilà, c'était pendant la 2e campagne d'Italie. Ah bon, on était en guerre contre l'Italie? Contre tout le monde, les Anglais, les Russes et plein d'autres. Et on a gagné?
Parfois on a gagné, parfois on a perdu, mais pour finir, on a perdu. T'as vu derrière, on voit les soldats. Ça devait être dur de grimper toutes ces montagnes chargées comme des baudets. Surtout qu'il n'y avait même pas de route. Lui, c'est pratique, hein. Il avait rien à tirer et il marchait même pas à pied. Mais c'est Napoléon quand même. Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard, musée national du château de Versailles. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il raconte ce tableau? Une maman et sa fille qui promènent leur chien. Le loup de Goubiot. Hein? C'est écrit là, de Luc-Olivier Merson, 1877. Le gros chien, là, c'est un loup. Mais, il va manger tout le monde. Ils savent pas que c'est dangereux, un loup dans une ville. Je serais lui, je mangerais de la viande du boucher. Ou même la petite fille. Impossible. S'il a un collier au-dessus de sa tête, ton chien, c'est qu'il est dressé. C'est un gentil loup, il a une auréole comme les seins humains. Et pas un collier volant. En fait, c'est une légende. Raconte. Le loup dévorait les habitants de Goubiot. Alors Saint François est venu le voir et il lui a dit d'être gentil avec les hommes. Et en échange, ils le nourrissent. Même en hiver. C'est trop cool pour un loup. Il est récompensé pour son choix de faire le bien. Si seulement ça pouvait être vrai pour tout. Si seulement le petit chaperon rouge était tombé sur le loup de Goubiot. Ah. Le loup de Goubiot, Lille, Palais des Beaux-Arts. Non. Ah, Waouh, terrible. On dirait des morts vivants. arrêtez, c'est pas drôle. C'est des vieilles. C'est même marqué dessous. Les vieilles ou le temps de Francisco Goya vers 1810. En effet, elles sont vieilles. Et l'ange derrière, il vient faire leur ménage avec son balai. C'est Chronos, le dieu du temps, qui vient les chercher. Ça symbolise la mort. Pour qu'elle débarrasse le plancher. Et l'autre qui s'en fiche. Elle se regarde dans un miroir, elle se croit belle peut-être. En tout cas, elle a mis tous ses plus beaux habits et tous ses bijoux. On dirait une reine. Et c'est quoi, Quétal? De l'espagnol, ça veut dire comment ça va. C'est sûrement pour se moquer d'elle car elle a pas l'air de bien aller. C'est ce qu'a voulu Goya. Se moquer des grandes dames qui ne pensent qu'à se pomponner. C'est réussi, regarde cette couche de peinture qu'elle s'est collée sur la figure. C'est surtout le peintre qui en a rajouté une couche. Il peignait à la spatule et même avec les doigts pour avoir tous ses effets. Avec les doigts? Oh, y a pas de quoi faire un plat. On apprend ça à la maternelle. Les vieilles ou le temps, Lille, Palais des Beaux-Arts. Regardez ces drôles de poissons. T'as vu là? L'eau elle est bleue comme de l'encre. C'est parce que c'est peint à l'encre de Chine. C'est normal pour un peintre japonais. Ce sont 2 carpes, c'est super bien fait. On voit toutes les écailles et regarde là. Ces algues bleues très fines. On dirait pas une peinture, ça ressemble à une bande dessinée. D'ailleurs, il y a quelque chose d'écrit là. C'est une estampe de Hokusai. Et ce dessin est fait d'abord sur du papier de riz. Ils sont drôles ces japonais, ils font des dessins qui se mangent. T'es bête. Ensuite, on enduit d'encre de différentes couleurs un bloc de bois gravé reproduisant le modèle. Et hop, on imprime. J'ai rien compris. On appelait aussi Hokusai le vieux fou de dessin. Et il a inspiré Van Gogh. En tout cas, c'était un vrai champion d'ukiyo-e. Il faisait aussi des arts martiaux? Ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a peint des poissons. 2 carpes, Musée national des arts asiatiques, Guimet. Venez voir, il y a un équilibriste avec un drôle de cerceau.
Ce sont des flammes. Et la statue, c'est Shiva Nataraj, un dieu indien. Si c'est un indien, moi je suis Geronimo. Pas un peau rouge, gros bêta. C'est un dieu de l'Inde. On dirait qu'il fait du hip-hop. Tu parles, avec 4 bras c'est plus facile. On l'appelle aussi le roi de la danse. Ah bon? Et pourquoi il danse à cloche-pied? C'est pour pas se brûler? Mais non, c'est pas des vraies flammes, c'est symbolique. Elles représentent l'univers. Ah ben, je savais pas qu'en Inde, les rois avaient de longs cheveux de filles. Mais c'est symbolique. C'est une allusion au Gange, le fleuve sacré de l'Inde. Et le petit bonhomme là en dessous, il sert à quoi alors? Lui, c'est le démon de l'ignorance et du mal. Shiva doit le combattre tout en maintenant éternellement l'univers en équilibre. Mais alors, il ne faut jamais qu'il s'arrête. C'est terrible. Eh ben dis donc, il a pas trop de ses 4 bras. Shiva Nataraj, roi de la danse, musée national des arts asiatiques, Guimet. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fabrique la dame? Les cribleuses de blé de Gustave Courbet, 1854. Eh ben, c'est des cribleuses de blé. Ouais, je te remercie. Et c'est quoi des cribleuses? Je pense qu'elle passe le blé dans un grand tamis et les bons grains tombent sur le tissu par terre. Et celle qui dort là? À mon avis, elle fait la même chose, mais grain par grain. Et elles font ça toute la journée? Les pauvres. Mais c'était super fastidieux avant les travaux de la ferme. Maintenant, il y a des tas de machines. Mon grand-père, il a un tracteur. Il a une ferme, ton grand-père? Oui, j'y vais à toutes les vacances. Je m'amuse drôlement. Et j'aide aussi. Comme Courbet, alors. Non, écoute ce que la critique a dit à l'époque. Un grand format pour un sujet de si peu. Pourquoi de si peu? Parce qu'en 1850, les peintres ne peignaient jamais les gens de la campagne dans leur vie de tous les jours. C'est vrai qu'on s'y croirait presque. Vous sentez l'odeur du foin? C'est exprès, le peintre il voulait qu'on sente la vie des gens. Alors je suis sûre que tu sens bien la vie du petit garçon, là. Y a que lui qui fait rien. Les cribleuses de blé, Nantes, musée des Beaux-Arts. Oh, mais c'est horrible! Ils vont tous être massacrés! Tu parles des tigres ou des chasseurs? Les chasseurs, je m'en moque. Ils n'avaient pas besoin d'aller attaquer les tigres. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être les tigres qui les ont attaqués. Le tableau s'appelle La chasse aux tigres. De Pierre-Paul Rubens. Alors c'est sûr, c'est les chasseurs qui sont responsables. Ouais, mais les tigres, c'est féroce. Ils attaquent les voyageurs, les troupeaux. C'est pas une raison de toute façon. Ils vont le payer cher. Les tigres, ils se laissent pas faire. En tout cas, il y a un tigre qui est mort. Il est plein de flèches et de lances. C'est pas un tigre, ça, avec des taches. Hein? Eh, t'as vu lui? Quel balèze! Mais c'est n'importe quoi cette peinture. D'abord, les lions et les tigres, ils habitent pas ensemble. Et puis les couleurs sont trop exagérées. Oui, il a tout inventé. Il a jamais vu de chasse au tigre. Remarque, ça devait être compliqué de voyager en 1616 juste pour aller peindre un tableau. Ah, je préfère. Dans la vie, ça ne devait pas se passer comme ça. Quel dommage, c'est top classe. En tout cas, je voudrais bien ça dans ma chambre. La chasse au tigre, musée des Beaux-Arts de Rennes.